Bien, bonjour à tous. Alors, je vais dire la phrase traditionnelle, c'est-à-dire que je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce symposium. Je veux dire, quand il y a 10 jours, Stéphane m'a rappelé que je parlais à ce symposium, j'étais un petit peu désarçonné de vous parler des pièges en cardiologie, vu que, comme dans bien d'autres disciplines, ils sont multiples. Donc, on va quand même essayer de cerner un peu le débat autour du syndrome coronaire aigu en salle d'urgence. Et on ne va pas commencer à se lancer dans des dissertations sur les troubles du rythme ou autres pathologies cardiaques plus rares. On va faire dans du grand traditionnel. Je crois qu'autour du syndrome coronaire aigu, en salle d'urgence, je pense que les pièges par excès sont bien plus nombreux, plus fréquents que les pièges par défaut. Le problème, c'est que les pièges par défaut sont plus problématiques. Et on va d'abord commencer à parler de cela. On va raconter quelques histoires cliniques. Donc, une madame, 60 ans, qui est admise le 7 mai dans nos services d'urgence pour douleur thoracique sub-130 depuis 24 heures. C'est une dame qui a des antécédents coronariens avérés, facteur de risque assez classique, hypertendu, cholestérol, troponine, vous savez la place qu'a pris la troponine dans nos salles d'urgence, normale, et un premier électro que je qualifierais de normal aussi. Et donc, attitude classique chez cette patiente, on la garde parce que la douleur est suspecte. On refait une troponine dans les délais habituels, qui elle est positive. On refait l'électro. Et donc, cette dame, en fait, développe un syndrome coronaire aigu dans nos salles d'urgence. Deuxième cas, un peu similaire, une dame qui est admise. Donc, cette dame qui finalement avait une coronographie avec une occlusion aiguë de sa coronaire droite au deuxième segment, qui était dilatée. Deuxième cas un peu similaire, 25 juin, 9h30, patient qui entre pour des douleurs suspectes récidivantes depuis la veille en soirée, facteur de risque cholestérol traité, examen clinique négatif, enzymologie négative, l'électro. Je vous laisse apprécier, moi je considère comme normal. Le patient reste en salle d'urgence, prudemment. L'enzymologie faite quelques heures plus tard, comme d'habitude, revient positive. On refait un électro. Syndrome coronaire aigu, systémie inférieure, coronographie subocclusion périphérique de la coronaire droite. Donc, c'est un peu le piège numéro 1, c'est le syndrome coronaire aigu qui est admis avec un électro normal, une troponine normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infarctus est un processus dynamique, avec des phénomènes d'occlusion, de reperfusion, de réocclusion fréquents, qui peuvent durer plusieurs heures avant l'occlusion complète. C'est sûr que le dosage de troponine est un outil extrêmement précieux à notre époque, qui est tellement sensible qu'il est rare qu'on ne décèle pas, et c'était le cas dans le cas présenté, une dénivellation qui nous incite à la vigilance et à reproduire l'électro. Élément très important qu'on ne fait peut-être pas assez souvent, c'est répéter les électros à bref intervalle, a fortiori si le patient reste ou redevient symptomatique. Donc je ne dirais pas qu'il faut faire un électro 6 heures après dans un syndrome fort suspect, je pense qu'on peut refaire un électro dans l'heure qui suit pour voir s'il n'y a pas une évolution. Piège 2, mais qui est devenu un piège qui, suite à tous nos symposiums, suite à l'évolution de la connaissance dans le syndrome coronaire aigu depuis maintenant plus de 20 ans, c'est le syndrome coronaire aigu et enzymologie d'admission négative. Donc, c'est des choses qu'on rencontrait à l'époque où on disait, voilà, l'électro est positif, mais les enzymes sont négatives, donc j'attends avant d'appeler le cardiologue, ou j'attends avant de faire quelque chose, ou j'attends avant de thromboliser. Ceci a évidemment disparu. D'abord, parce que tout le monde est bien conscient qu'il ne faut pas attendre un résultat enzymatique avant de décider d'une attitude de reperfusion. Et l'autre chose, c'est que les troponines réagissent évidemment beaucoup plus tôt que les CKMB à l'époque, et donc très rapidement on a une enzymologie positive. Monsieur, 78 ans, c'est une histoire plus ancienne, qui est admis en octobre 2011 dans notre service, durant la nuit pour douleur thoracique qui dure depuis 2 heures. C'est un patient hypertendu. Troponine très limite, les normes n'étaient pas les mêmes à l'époque. CPK négatif, premier électro. L'électro n'est pas normal, mais comment réagir face à cet électro? On range ce patient dans la catégorie des syndromes coronaires aigus de type non-stémie et on retient une attitude attentiste. Ce patient reste en salle d'urgence. Le contrôle d'enzymes fait 6 heures plus tard, comme c'était la tradition, révèle par contre une enzymologie qui est sérieusement en train de se dégrader. On refait l'électro et ce patient fait un infarctus antérieur étendu, avec mise en évidence à la coronographie réalisée en urgence, entre guillemets, 6 heures après l'admission du patient, outre une occlusion chronique de la coronaire droite, une IVA bouchée qu'on désocclue, mais ce patient décède à J10 en incidence cardiaque.
Et donc c'est un peu ce piège 3, ce faux enstémie. Je dirais que c'est un enstémie à l'admission, enfin c'est ça que ça ressemble, mais enstémie sont des syndromes coronaires aigus, en fait dont le pronostic est le même que celui d'enstémie, ça il faut le savoir. Le problème de l'enstémie, c'est que derrière l'enstémie peut se cacher des tas d'autres raisons de modification de la polarisation, et c'est pour ça que le diagnostic est moins formel, et c'est pour ça que les attitudes sont souvent moins rapides et moins directes que dans l'eustémie. Ce qui est comme leçon à retenir en tout cas, c'est que chez ce type de patient, il faut en tout cas répéter les électros, parce que dans les syndromes enstémie qui entraînent des sous-décalages, cet électro est très souvent évolutif, alors que dans les autres causes de modification de repolarisation, comme l'hypertrophie ventriculaire gauche, ou comme des troubles ioniques, etc., je veux dire, les anomalies de l'électro sont stables. Dans l'enstémie, elle est évolutive. Et une fois de plus, les dosages de troponine nous aident à faire la part des choses. Alors, dernier cas, j'ai été un petit peu vite. Patient de 83 ans, admis le 22 août dans nos services, patient qui est connu pour Bental. Ce patient présente un malaise général au domicile caractérisé par une faiblesse majeure qui est associée à une lourdeur dans les deux bras. L'électro à l'admission évoque très clairement un syndrome coronaire aigu, des profonds sous-décalages avec ST oblique descendant dans les dérivations antérolatérales et même inférieures. Je suis rappelé à 11h30 du soir par ce patient, je reviens. On fait une coronographie, on trouve une sténose critique de l'IVA, on la stent, tout va bien. Mais l'électro fait après la procédure n'est pas franchement en amélioration. Et ce patient monte aux soins intensifs, où le réanimateur a la bonne idée de l'ausculter et tombe sur un souffle d'insuffisance aortique majeure. L'échocardiogramme révèle qu'en fait ce patient a une insuffisance aortique massive sur une dysfonction de sa prothèse aortique. Et donc ce qu'on a pris pour un syndrome coronaire aigu, urgentiste, cardiologue confondu, avec cette habitude qu'on a maintenant d'aller vite dans ces circonstances-là, a fait que l'auscultation cardiaque de ce patient est un peu passée au bleu, et que ce patient en fait faisait une insuffisance aortique massive, qui heureusement a bien évolué, puisque le lendemain, on a procédé à une implantation d'endovalve en urgence, qui a eu un effet nettement plus bénéfique sur son électro que la dilatation, qui par ailleurs était justifiée, puisque avant le TAVI, on aurait quand même dû dilater son IVA. Et c'est un peu le piège 4, hein, ce patient c'est un faux enstémie, et c'est un faux syndrome coronaire aigu. Et donc retenir qu'il y a quand même beaucoup de circonstances où il faut éviter de confondre urgence et précipitation, et que ce merveilleux instrument qu'on a tous autour du cou peut rendre de précieux services et permet souvent d'orienter le diagnostic. Alors les causes de modification de repolarisation, elles sont multiples, je ne vais pas les énumérer ici devant vous. Voilà typiquement un patient qui a en fait une hypertrophie ventriculaire gauche, qui a des coronaires strictement normales, et qui a une hypertrophie de forme un peu apicale, qui donne ces grandes anomalies de longévité. Bon, c'est facile à dire a posteriori. Bon, il y a quelques petites spécificités de ces ondes très profondes qui font qu'il ne faut pas passer en première hypothèse à une ischémie, mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile à faire la distinction. Voilà un autre type d'électro, où si on montre ça à un panel de cardiologues ou d'urgentistes, tout le monde va dire « ouais, ça c'est une péricardite ». Eh bien non, c'est un syndrome coronaire aigu, c'est un patient qui bouchait son IVA, mais pourtant le ST a l'aspect tout à fait cupuliforme d'une péricardite. Voici un autre électro d'une dame de 75 ans qui arrive en salle d'urgence, qui ne se plaint absolument de rien, qui vient pour toute autre chose, et chez qui on trouve cet électro. Diagnostic syndrome coronaire aigu, oui, mais cette dame est anémique à 7,5 g d'hémoglobine, et quand elle normalise son hémoglobine, son électro se normalise également. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas coronarienne, mais en tout cas, elle n'est pas un syndrome coronaire aigu. Bon, des causes de modification de l'électro, elles sont multiples, elles peuvent être cardiaques, bien sûr l'ischémie, bien sûr le post-infarctus, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que des gens peuvent venir avec des images de sus-décalage très prononcées, mais qui sont en fait des séquelles d'infarctus et qui sont en fait une dyskinésie. Dans ce cas-là, vous avez une onde Q associée dans les mêmes dérivations. Les péricardites, les aspects de repolarisation précoce, les myocardites, je ne vais pas les énumérer toutes, il y en a beaucoup, mais donc il faut être prudent. Il faut quand même retenir quelques critères de positivité d'un sus-décalage de segment ST, parce qu'on nous appelle souvent pour des ondes de Pardy. Il faut savoir que ce qu'on appelle une onde de Pardy, il faut se référer aux critères,
qui ont été réactualisés en 2009. Donc, on parle du sus-décalage du segment ST lorsqu'on a 2 petits carrés en V2, V3 et 1 dans les dérivation chez un homme de plus de 40 ans. Plus que 2,5 même chez l'homme est plus jeune, donc c'est quand même des sus-décalages significatifs. Et on parle de sous-décalage, il faut au moins un demi-carré en V2, V3 et un petit carré dans les autres dérivations, avant qu'on parle d'un sous-décalage significatif. Alors, autre piège classique, c'est les ECG qu'on estime non interprétables. Alors classiquement, ce sont les blocs de branche gauche, blocs de branche droite. Tout d'un coup, tout le monde s'arrête de réfléchir. On ne sait pas dire qu'il y a une ischémie puisque le patient a un bloc de branche gauche et puisque le patient a un bloc de branche droite. Ceci n'est pas vrai. Voici un bloc de branche gauche pour lequel on a fait une coronarographie chez une dame qui avait une douleur d'épaule qui s'est avérée normale. Vous voyez que c'est un bloc de branche gauche qui est tout à fait classique, où les modifications de la repolarisation sont inverses du QRS. Donc, vous voyez, le segment ST dévie dans le sens inverse du QRS. Et ça, c'est un bloc de branche gauche tout à fait classique, sur lequel on ne peut pas franchement suspecter une ischémie. Voici un bloc de branche gauche qui est beaucoup plus suspect, où vous voyez des modifications du segment ST qui sont dans le même sens que le QRS, et ça, c'est hautement suggestif, et c'est de même une certitude que ce patient est en syndrome coronaire aigu. Un cas beaucoup plus récent qu'on a récemment connu dans une salle d'urgence, vous voyez, ça date du 25 octobre. C'est un patient qui est admis pour malaise général, dyspnée, gêne thoracique, enfin plutôt gêne scapulaire, chez qui on fait un électro. Et une fois de plus, ce patient a un bloc de branche droit complet qui retarde clairement la prise en charge de ce patient. On parle de bloc de branche droit, on évoque des tas de choses, on fait un CT scan coronaire, on recherche une embolie, etc. Mais dès l'admission sur cet électro, il est manifeste que ce patient est en syndrome coronaire aigu. Il n'est pas du tout normal d'avoir cet aspect sur un bloc de branche droit. Vous voyez le sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures. Donc ce patient a clairement un infarctus antérieur aigu, même très étendu, vu que les modifications de polarisation s'étendent dans tout le précordium. Bien. Alors je vous avais dit au début que les pièges par excès étaient plus fréquents que les pièges par défaut. Et c'est clair que la troponine est responsable de beaucoup de syndromes coronaires aigus, entre guillemets, et nombre de coronarographies inutiles dues à la troponine. Donc je pense que, comme je le dis, la troponine n'est pas une maladie, hein, et la troponine est un outil, pas un diagnostic. Ça, il faut toujours se le rappeler. Mais bon, je n'ai pas de documentation spéciale à vous montrer à ce sujet, vu que ça n'a pas d'intérêt. Ce sont des gens qui sont électronormaux et pour qui on dose une troponine pour une raison X, on dose un cas de douleur, la troponine revient positive, et puis ce patient, tout d'un coup, devient des syndromes coronaires aigus avec tout ce que ça implique comme traitement antiagrégant, anticoagulant et les risques quand même liés à ces traitements. Bon, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce que je vous ai dit, parce que je mets à la place des urgentistes avec des tas de questions, tout ça auxquelles on doit répondre dans une urgence relative, puisqu'on a matraqué évidemment les urgentistes avec le délai de reperfusion, il ne faut pas traîner, etc. Donc il s'agit d'une astémie, d'anostémie, quelles sont les contre-indications, quid des troponines, et question fondamentale, qui est le cardiologue de garde. Alors je pense qu'il y a moyen clairement de simplifier les choses. Parce que je pense que dans le syndrome coronaire aigu, en fait, il n'y a que 2 situations urgentes où les minutes comptent. Donc c'est vraiment les situations où il faut courir, où il faut se presser. C'est les 2 seules situations dans le syndrome coronaire aigu. C'est l'infarctus-stémie et c'est le choc cardiogénique. Bon, l'infarctus-stémie est un diagnostic, je pense, facile dans sa forme classique, et je pense que c'est ces formes-là qui nécessitent une démarche urgente. Lorsqu'il y a un doute, on a souvent comme le temps de réfléchir et d'évoquer d'autres diagnostics ou de faire un autre examen paraclinique. C'est une situation dans laquelle il ne faut pas se poser de questions. Ce patient fait un infarctus antérieur, on peut appeler le cardiologue de garde, enfin le cathétériseur de garde, il doit revenir, on peut laisser lancer les antiagrégants et on peut tout lancer, et il faut à ce moment-là éviter le piège de dire j'ai appelé le cardiologue de garde, donc tout va bien. Non, on est dans une situation d'urgence et il faut à ce moment-là rusher, pour employer un terme franglais, et il faut veiller à ce que les délais soient respectés, et il faut qu'une fois que la salle de caté appelle, on descende tout de suite, et pas qu'on ait des délais qui s'ajoutent aux délais déjà naturels. Bon, situation tout à fait identique, devant ce genre d'électro, il n'y a pas beaucoup de doute. Ce sont les conditions où il faut courir. L'autre situation, c'est le choc cardiogénique, mais là je dirais que
le premier intervenant n'est pas le cardiologue interventionnel, erreur qu'on commet parfois. Dans un choc cardiogénique, le premier intervenant est le réanimateur. On ne va pas en salle de cathé avec un choc cardiogénique sans que le réanimateur soit averti, sans qu'il ait managé le patient, sans qu'il assure sa viabilité, sans qu'il assure une perfusion périphérique. Il faut partir dans des bonnes conditions sans qu'on soit prêt à mettre une contre-pulse. Présence d'un choc cardiogénique, c'est sûrement pas, la première chose n'est sûrement pas d'aller en salle de cathé. Il faudra y aller, mais il faut faire un passage par les soins intensifs. En conclusion, je vous dirais que le métier d'urgentiste est par essence un métier piégeux. Dans le syndrome coronaire aigu, je crois que les pièges par excès sont plus fréquents que ceux par défaut, mais ces derniers ont des conséquences plus graves. Les urgences où il faut rusher sont limitées et de diagnostic est facile, où les attitudes sont bien codifiées. Et dans les autres urgences, je pense qu'on a le temps de réflexion active. Une réflexion active, ça ne veut pas dire qu'on met le patient dans un box en disant « bon, ben, c'est un non-stémie, on ne fait rien de plus ». Non, mais dans un non-stémie, les guidelines récents disent oh, dans le pire des cas, il faut faire la coronaro dans les 12 ou 24 premières heures. On n'est pas dans les mêmes délais que dans les stémies. On sait qu'il va peut-être falloir la faire, mais on n'est pas dans les mêmes délais que dans les stémies. On a le temps d'ausculter le patient, d'écouter son histoire, de rechercher d'autres causes de modification, tout en sachant que si c'est un syndrome coronaire aigu, il faudra sans doute aller au cathé, mais on n'est pas du tout dans les mêmes urgences que pour les stémies. Je pense qu'il faut se rappeler le fameux théorème de Bayes du XVIIIe siècle. Et en fait, un test positif dans une population à faible prévalence de la maladie a une faible valeur prédictive positive. Et un test négatif dans une population à haute prévalence de la maladie a une faible valeur prédictive négative. Ça veut simplement dire que si vous avez une troponine chez quelqu'un qui est à faible prévalence de maladie coronarienne, chez une jeune femme qui vient avec une douleur dans l'épaule et qui a par hasard une troponine dosée qui est positive, la probabilité que cette patiente soit coronarienne est extrêmement faible. A contrario, si vous avez un patient diabétique qui a déjà eu un infarctus, qui vient avec une douleur, mais dont l'électrode normale et dont la troponine initiale est normale, ces tests négatifs n'ont pas beaucoup de valeur prédictive négative. Alors le problème, évidemment, c'est la prévalence. Et le rôle de l'urgentiste, c'est de définir cette prévalence, c'est à dire dans quelle case est-ce que je mets mon patient. Est-ce que mon patient est un patient à haut risque coronarien ou mon patient est à faible risque coronarien? Mais ça, c'est le fruit de l'anamnèse, d'une anamnèse des facteurs de risque cardiovasculaire, d'un examen clinique qui peut révéler d'autres choses, une sténose aortique, un souffle inattendu ou des choses de ce genre-là. Et donc, ça, c'est vraiment le rôle clinique de l'urgentiste. Dans quelle catégorie situe mon patient? Alors, je crois qu'on est encouragé par nos succès, qu'on apprend de nos erreurs. Donc, il y a une chose que je voudrais qu'on instaure, et j'en ai déjà parlé depuis plusieurs années, et on n'y parvient pas tellement à faire ça. Mais je crois qu'il serait utile de créer une plateforme entre les intervenants de la prise en charge du syndrome coronaire aigu, où on peut au moins partager nos expériences. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, l'urgentiste ou le smuriste nous appelle, on prend le patient au cathé, et puis il n'y a pas de retour de ça, ou très peu. Donc on essaie de rappeler l'urgentiste, soit il a changé de vacation, soit il est sur un autre cas, soit le smuriste est reparti, et finalement, on dépose les gens, d'autres personnes les traitent, on ne sait pas ce que ces gens deviennent. Que ce soit des succès ou des erreurs, je serais très intéressant, je trouve qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un partage des expériences pour qu'il y ait des réajustements, il y ait des félicitations qui s'échangent, pas seulement des angulaires. Et je trouve que ça serait très précieux de créer cette plateforme où chaque patient syndrome coronaire aigu pris en charge par une de nos équipes, la personne qui l'a initialement pris en charge soit au courant du résultat, de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on n'a pas trouvé, et ça serait quelque chose d'intéressant à mettre sur pied. Voilà, merci de votre attention.